Welcome back to Power Lunch. Turning now to the bond market, the Treasury's 10-year note auction took place just this past hour. Rick Santelli is following all the price action as well. And Rick, we heard a little bit about it in the last hour, but recap for us and please give us that grade. Absolutely. As a matter of fact, as you look at this 12-hour chart, you notice how yields are dipping here a bit? Let's go to that first. Very quickly, it could be headlines about the phone call with Zelensky, the president. There seems as though the Russian scenario, there might be some thawing there. Also, Fed's Cook was out. Le statut de confiance qui soutenait le dollar en tant que référence mondiale a récemment été mis à l'épreuve par des décisions qui ont explicitement modifié le comportement institutionnel des États-Unis. Au début du mois de janvier 2026, la confirmation de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par des agents liés aux structures opérationnelles du département d'État a provoqué une série immédiate de réponses diplomatiques qui ont échappé à la prévisibilité du système. Dans une déclaration commune publiée à Addis Abeba, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, de la Ligue arabe et des BRICS ont qualifié cet acte de tournant dans la gouvernance internationale. Ce geste, décrit par les autorités américaines comme une transition assistée fondée sur des engagements démocratiques, a été perçu par une partie importante de la communauté internationale comme un précédent sans autorisation multilatérale, réalisé en marge des forums régionaux et d'organismes tels que l'Organisation des Nations Unies. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En moins de 4 jours, les banques centrales de pays hors de l'axe du G7 ont commencé à ajuster discrètement leurs réserves de change, transférant une partie de leurs actifs en dollars vers des positions en or, en yuan et en roupies, signalant ainsi une reconfiguration progressive de l'architecture monétaire qui jusqu'alors favorisait les États-Unis en tant que pôle fiduciaire mondial. L'action menée sur le territoire vénézuélien sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU a coïncidé avec la phase finale de mise en œuvre technique de la BRICS Unit, un système de règlement numérique partiellement adossé à des réserves d'or et à des monnaies nationales diversifiées. Avec l'adhésion prévue d'au moins 9 pays, le modèle a commencé à être interprété non seulement comme une alternative commerciale, mais aussi comme une expérience de neutralité monétaire dans les contrats stratégiques, en particulier ceux liés au pétrole. Parallèlement, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la présidence brésilienne avait temporairement suspendu son adhésion au mémorandum de coopération technique avec le Trésor américain, afin de procéder à une réévaluation institutionnelle face à la nouvelle situation. Ce geste a renforcé l'impression que les blocs situés en dehors de la sphère d'influence traditionnelle des États-Unis étaient en train de revoir leurs paramètres de confiance quant à la prévisibilité des décisions prises à Washington. Les répercussions internes ont également été immédiates. Au Sénat, les membres de la Commission des Relations extérieures ont demandé une audience d'urgence afin d'évaluer les implications de l'opération à la lumière de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale qui était utilisée par l'administration actuelle pour justifier des impositions tarifaires unilatérales depuis le second semestre de 2025. L'argument central, fondé sur l'existence d'une urgence nationale liée à la crise des opioïdes, avait déjà été rejeté par les instances inférieures de la justice fédérale. Et sa réinterprétation a pris une nouvelle tournure avec l'introduction du facteur Venezuela. Les juristes interrogés par les agences législatives ont souligné que l'utilisation cumulative de la prérogative d'urgence s'était étendue au domaine diplomatique et à la sécurité énergétique, dépassant largement ce qui était initialement prévu par la norme de 1977. La Cour suprême, qui ne s'est pas encore prononcée sur le fond, a été invitée à donner la priorité au jugement de cette question, sous la pression croissante des secteurs productifs qui alertent sur les effets indirects des mesures sur la compétitivité internationale des États-Unis. Dans le même temps, les marchés mondiaux ont réagi par des mouvements simultanés de contention et de repositionnement. Les importations américaines ont chuté brutalement en décembre et les derniers chiffres du département du commerce ont montré une baisse significative du déficit des biens et services, interprété par certains secteurs du gouvernement comme une preuve de l'efficacité de la politique tarifaire. Toutefois, une analyse plus fine des données a révélé qu'une grande partie de l'augmentation des exportations provient de la vente d'or physique, ce qui a été interprété comme un signe que les investisseurs étrangers convertissent leurs réserves en actifs tangibles, plutôt que de conserver des expositions libellées en dollars. Cette tendance, pour l'instant limitée, alerte les analystes financiers.
car elle représente un déplacement de la confiance systémique qui a historiquement soutenu le dollar comme unité de règlement dans les contrats pétroliers, les matières premières et les investissements stratégiques. L'argument de la sécurité énergétique, qui sous-tend une partie du discours officiel, a été relativisé par les registres de l'Agence d'information sur l'énergie. Sous le gouvernement précédent, les sanctions imposées au Venezuela ont été partiellement assouplies, afin de permettre la circulation du pétrole vénézuélien sur les marchés mondiaux, avec l'intermédiation d'entreprises telles que Chevron. Cela indique que, même dans des contextes défavorables, il y avait une marge de manœuvre pour des négociations économiques sans qu'il soit nécessaire de rompre les institutions. L'intervention directe a donc été interprétée par les observateurs internationaux, non pas comme une réaction à une impossibilité opérationnelle, mais comme un geste politique d'affirmation dont l'effet secondaire serait l'anticipation de mécanismes alternatifs d'échange entre les pays disposant de réserves pétrolières importantes et d'un accès à l'infrastructure numérique. L'Inde, qui a pris la présidence tournante des BRICS en 2026, a annoncé conjointement avec l'Éthiopie la mise en œuvre pilote du système de paiement numérique UPI intégré à la BRICS Unit, avec un soutien technologique déjà opérationnel. Le choix des partenaires, tous deux importateurs de pétrole et stratégiquement positionnés dans les couloirs logistiques d'Afrique et d'Asie, suggère que la priorité n'est plus le remplacement immédiat du dollar, mais la construction d'un système fonctionnel et reproductible, prêt à se développer par cycles successifs. En déplaçant l'axe des transactions vers des arrangements numériques autonomes, cette stratégie réduit la nécessité d'une exposition au dollar dans les contrats à moyen terme, ce qui, dans la pratique, érode progressivement l'hégémonie monétaire américaine. À Washington, peu de parlementaires se sont exprimés publiquement sur cette reconfiguration. Mais dans des cercles restreints, les membres du Conseil national de sécurité ont reconnu dans un rapport interne que la capacité des États-Unis à maintenir la centralité de leur monnaie dépend de plus en plus de la combinaison du pouvoir institutionnel et de la prévisibilité normative. Dans ce contexte, l'intervention au Venezuela a ouvert un nouveau front de remise en question. Dans quelle mesure le recours à la force directe, même lorsqu'il est légitimé en interne, est-il compatible avec la logique de confiance qui sous-tend les systèmes internationaux de règlement financier ? C'est précisément en raison de ce type d'inflexion que le suivi continu des événements institutionnels devient fondamental. L'interprétation des signaux, avant qu'ils ne se transforment en rupture, permet de comprendre la direction que le système peut prendre, même lorsque le discours public semble indiquer une autre voie. C'est dans ce contexte que la convergence entre les initiatives multilatérales, les révisions réglementaires internes et les changements dans le comportement des banques centrales commencent à dessiner un nouveau scénario pour le rôle structurel du dollar. L'opération menée au Venezuela, loin d'être un épisode isolé, a déclenché une série de mécanismes de réponse impliquant plusieurs niveaux du système international, allant des litiges juridiques aux stratégies de substitution monétaire. Parmi les premières réactions documentées, il convient de souligner l'anticipation des tests opérationnels de la BRICS Unit dans les contrats d'approvisionnement intergouvernementaux, initialement prévus pour le 3e trimestre de l'année. Des rapports internes des autorités monétaires indiennes et chinoises, obtenus par des journalistes du Financial Monitor, suggèrent que le calendrier a été accéléré après la confirmation de l'intervention américaine. La justification présentée dans les mémorandums de ces pays mentionne la nécessité de garantir des voies de règlement alternatives face à des risques géopolitiques imprévus. Une formulation technique qui est devenue récurrente dans plusieurs communications institutionnelles récentes. À partir de là, les initiatives auparavant considérées comme complémentaires, telles que les systèmes nationaux de paiement numérique, les accords de swap de devises entre banques centrales et les fonds régionaux de stabilisation, ont commencé à être articulés sous des formats visant à réduire la dépendance vis-à-vis des institutions financières basées aux États-Unis. Un exemple en est l'activation du corridor de paiement entre l'UPI indien et le système bancaire éthiopien, qui utilise des protocoles de sécurité juridique développés sur la base de modèles d'Asie du Sud-Est. L'intégration technique entre ces systèmes, qui étaient auparavant limitée à l'infrastructure, inclut désormais des paramètres normatifs autonomes, tels que des critères d'audit, de gestion des risques et de convertibilité. Cette expansion suggère un effort coordonné pour construire non seulement des alternatives opérationnelles, mais aussi une logique systémique capable de fonctionner en marge du dollar. Même si ce n'est que partiellement. Cette convergence aide à comprendre pourquoi
les développements de l'épisode vénézuélien n'ont pas été traités uniquement comme une question diplomatique. Au sein du Comité des affaires économiques de l'Union européenne, des parlementaires allemands et français ont présenté une motion conjointe demandant la réévaluation de l'exposition au risque de change des contrats intercontinentaux à long terme. Bien que la proposition n'ait pas été votée, sa simple formulation représente un changement d'approche parmi les alliés traditionnels des États-Unis, qui jusqu'alors évitaient de discuter ouvertement des alternatives à la dépendance au dollar dans les forums législatifs. Le même mouvement, bien que plus timide, a été observé lors de sessions du Parlement japonais et d'audiences de l'Assemblée nationale sud-coréenne. Ces signes de changement, bien qu'embryonnaires, indiquent que le coût en termes de réputation des décisions unilatérales commence à être pris en compte par des acteurs institutionnels qui opéraient traditionnellement selon une logique d'alignement automatique. Au niveau interne, le débat sur la légalité des tarifs réciproques est devenu un sujet de discorde entre les pouvoirs. Le bureau du budget du Congrès CBO a publié un avis technique remettant en question la viabilité fiscale des politiques commerciales fondées sur des urgences indéfinies. Le rapport souligne que les recettes provenant de ces droits de douane sont de plus en plus volatiles, ce qui rend les prévisions budgétaires difficiles et a un impact direct sur le coût du financement à moyen terme. En outre, des associations d'importateurs et des représentants du secteur agricole ont déposé une action conjointe devant le tribunal de district du district de Columbia, alléguant que la politique tarifaire violait les clauses de prévisibilité réglementaire garanties par la Constitution. Le déroulement de l'affaire est désormais suivi par des entités telles que la Chambre de commerce américaine et le Conseil national du commerce extérieur, qui évitaient historiquement de prendre position contre la Maison-Blanche, mais qui expriment désormais leur inquiétude quant à la stabilité réglementaire de l'environnement commercial. Du côté de l'exécutif, la réponse a été de diversifier les voies juridiques. Les conseillers de la Maison-Blanche ont consulté des avis sur l'applicabilité des dispositions restantes de la loi sur le commerce extérieur de 1974, qui permet l'imposition temporaire de droits de douane sur la base des déséquilibres de la balance commerciale. Bien que techniquement viable, cette voie se heurte à une résistance au sein même du Parti républicain, où les sénateurs des États industriels craignent les effets de représailles de la part des partenaires commerciaux. En outre, la structure juridique de ces alternatives est moins solide, ce qui laisse place à des contestations devant les tribunaux. Cette fragmentation stratégique révèle que la continuité de la politique actuelle dépend de plus en plus de l'improvisation juridique et de l'exploitation de lacunes réglementaires, plutôt que d'un consensus institutionnel consolidé. Parallèlement, les négociations entre les pays d'Amérique du Sud et l'Union européenne sur l'accord Mercosur-UE ont pris un nouvel élan. Après des années d'impasse dues à des préoccupations environnementales et à des asymétries sanitaires, le bloc européen a repris les négociations avec une intensité inhabituelle, selon un rapport de la délégation de la Commission européenne à Montevideo. Des sources impliquées dans les discussions indiquent que l'épisode vénézuélien a été interprété comme un catalyseur pour l'accélération de l'accord, considéré comme une opportunité stratégique pour réduire la dépendance vis-à-vis du commerce bilatéral avec les États-Unis. Si le traité était ratifié dans les prochains mois, comme le suggèrent les nouveaux calendriers de Bruxelles, cela aurait pour effet de consolider un flux commercial transatlantique, dans lequel le dollar pourrait être progressivement remplacé dans les contrats à moyen et long terme, notamment dans des domaines tels que l'agroalimentaire, les minéraux stratégiques et la technologie. Cette réorganisation est renforcée par des décisions techniques. La Banque centrale d'Égypte, par exemple, a annoncé qu'elle utiliserait désormais un panier multi-devises pour ses calculs de réserve, réduisant la part du dollar de 60 à 45%. Des décisions similaires ont été prises par l'Indonésie, la Malaisie et le Nigeria, tous membres ou associés à des réseaux de coopération monétaire émergents. Ensemble, ces mouvements produisent un effet cumulatif. L'affaiblissement progressif de la centralité du dollar, sans rupture déclarée, mais avec des pertes de terrain dans le système financier international. Dans ce contexte de transition, subtil mais continu, le rôle de l'analyse institutionnelle devient encore plus pertinent. Suivre ces processus, comprendre leurs points de convergence et identifier les jalons qui façonnent l'architecture mondiale sont des éléments centraux pour ceux qui souhaitent interpréter non seulement ce qui est en jeu, mais aussi la manière dont les pièces se réorganisent. À partir de la combinaison entre l'intensification des efforts internationaux, de diversification des réserves et des moyens de liquidation. Les réajustements institutionnels qui ont lieu aux États-Unis.
et l'instabilité normative croissante liée aux récentes décisions exécutives. La discussion entre économistes, juristes et spécialistes en politique internationale s'est organisée autour d'une question centrale encore ouverte. Dans quelle mesure l'action au Venezuela a-t-elle accéléré un processus d'affaiblissement fonctionnel du dollar, qui était déjà en cours, mais qui restait diffus, progressif et généralement considéré comme une tendance à long terme? Pour un courant important d'analystes, associés à des centres de recherche macroéconomique, cet épisode aurait marqué la transition vers une phase d'exposition systémique plus visible des États-Unis, non seulement en augmentant le risque géopolitique immédiat, mais aussi en introduisant un élément d'imprévisibilité dans les fondements de confiance qui soutiennent la monnaie américaine en tant que référence mondiale de liquidation. Dans cette lecture, le soutien au dollar ne serait plus perçu comme une conséquence quasi automatique de la force institutionnelle et de l'historique de continuité, mais dépendrait de plus en plus du jugement subjectif des alliés et partenaires stratégiques quant à la cohérence, la stabilité et la rationalité des décisions prises à Washington. Dans le même temps, un groupe d'analystes insiste pour limiter la portée de cette interprétation. Sur la base d'évaluations internes, réalisées par des cabinets de conseil spécialisés tels que Eurasia Group et Oxford Economics, ce groupe souligne que le volume absolu des transactions libellées en dollars reste élevé et que le système financier international ne dispose pas encore, à court terme, d'une capacité opérationnelle suffisante pour absorber un déplacement significatif des flux monétaires hors du dollar. Dans cette optique, les réactions observées après l'opération au Venezuela auraient davantage une valeur symbolique que structurelle. Des signaux stratégiques de la part de pays désireux d'accroître leur degré d'autonomie relative, sans que cela ne représente, pour l'instant, une rupture effective avec le cadre existant. Cette divergence révèle une caractéristique décisive de la situation actuelle. Il n'y a pas encore de consensus sur l'ampleur de la transformation en cours, ni sur sa vitesse. Ce qui apparaît toutefois de plus en plus clairement, c'est la reconfiguration du champ de prévisibilité. Et lorsque la prévisibilité se réduit, le coût du risque se redistribue sur l'ensemble de la chaîne économique et institutionnelle. Cette incertitude apparaît également sur le plan juridique, en particulier dans le débat sur l'utilisation répétée des pouvoirs d'urgence pour justifier des mesures de politique étrangère et commerciale. Les spécialistes du droit constitutionnel ont observé que l'élargissement progressif de la notion d'urgence nationale tend à créer des tensions avec le Congrès, qui détient historiquement des prérogatives fondamentales en matière de tarifs douaniers, de commerce et de relations internationales. L'absence de critères objectifs et de limites matérielles claires quant à la portée du pouvoir présidentiel dans des contextes non guerriers crée un environnement propice aux contestations judiciaires, susceptible de redéfinir les paramètres d'interprétation liés à la séparation des pouvoirs. Pour une partie du domaine du droit administratif, cette zone intermédiaire, où la convenance politique et le cadre juridique se rapprochent en manière sans repère solide, est devenue l'espace caractéristique du cycle institutionnel actuel. Dans ce scénario, la légitimité des décisions exécutives dépend non seulement de leur fondement formel, mais aussi de la perception publique de leur caractère raisonnable, construite devant de multiples audiences simultanées, marchés, alliés étrangers et tribunaux internes. Parallèlement, les économistes qui suivent l'évolution de la matrice productive et exportatrice des États-Unis ont émis des réserves quant à l'interprétation optimiste des données récemment célébrées par l'exécutif. Bien que la réduction du déficit commercial ait été présentée comme un signe de reprise, les analystes sectorielles suggèrent un autre tableau, un ralentissement persistant dans les segments manufacturiers et une concentration inhabituelle des exportations liées aux actifs tangibles de réserve, en particulier l'or. Selon les évaluations des experts du Peterson Institute for International Economics, ce schéma peut difficilement être confondu avec un gain de compétitivité industrielle. Il indiquerait plutôt un comportement défensif des investisseurs et des opérateurs internationaux, qui cherchent à s'exposer physiquement, dans un contexte d'instabilité monétaire perçue. Si cette interprétation se confirme, elle indique un autre type de fragilité. L'équilibre extérieur serait davantage soutenu par des ajustements relatifs du dollar et des mouvements de protection du capital que par une expansion réelle de la productivité. Cela place le pays dans une situation délicate, car cela déplace la stabilité économique vers une dépendance plus sensible à l'humeur monétaire internationale, à un moment de compression industrielle. Il existe également des interprétations concurrentes sur la signification de l'action vénézuélienne.
dans la logique plus large de la politique étrangère américaine. Les secteurs liés au département de la Défense soutiennent que la présence dans des zones stratégiques d'Amérique latine répond à des critères de sécurité énergétique et de confinement des influences extra-régionales, notamment celle de la Chine. En revanche, des membres du département d'État et une partie de la communauté du renseignement soutiennent que cette approche compromet le capital diplomatique accumulé au fil des décennies, en liant les interventions directes aux intérêts commerciaux et contractuels associés à des secteurs stratégiques, tels que l'énergie. Pour ces acteurs, le coût en termes de réputation des actions unilatérales tend à dépasser les avantages immédiats, en particulier dans un environnement international de plus en plus guidé par les principes de souveraineté, de multilatéralisme et de stabilité normative. C'est sur ce point que le débat prend une ampleur plus grande et s'approche d'une dimension systémique. La tension entre une logique géopolitique fondée sur la domination et une logique économique fondée sur l'interdépendance devient plus explicite. Lorsque les États-Unis adoptent des comportements qui affaiblissent leur prévisibilité en tant qu'acteur commercial et normatif, cela ouvre la voie à la consolidation d'articulations multilatérales autonomes, pas nécessairement hostiles, mais structurées de manière à réduire les dépendances. En ce sens, les spécialistes du système monétaire international ont suggéré la possibilité de former une architecture parallèle, dans laquelle le dollar n'est pas immédiatement remplacé, mais voit son rôle progressivement relativisé dans des secteurs spécifiques, principalement ceux où il existe déjà un support technologique capable de soutenir des transactions dans plusieurs devises. Les progrès de la numérisation et de l'intégration entre les plateformes nationales, telles que l'UPI indienne, le MIR russe et le CIPS chinois, sont souvent cités comme le vecteur le plus prometteur de cette transition. Cette haute hypothèse ne laisse pas présager une rupture instantanée, mais plutôt une coexistence asymétrique. Dans ce modèle, le dollar resterait la principale unité de réserve dans les contrats financiers à long terme, mais perdrait du terrain dans les transactions commerciales à court terme, où les coûts de conversion et la volatilité politique normative sont désormais considérés comme des risques concrets. Des bulletins récents de la Banque des règlements internationaux ont déjà indiqué que la régionalisation des règlements commerciaux pourrait s'intensifier en raison de facteurs géopolitiques, notamment le recours récurrent à des sanctions unilatérales et l'imprévisibilité réglementaire. Dans ce scénario, le défi pour les États-Unis n'est plus seulement de préserver leur prédominance monétaire, mais aussi de reconstruire les bases de la fiabilité institutionnelle, dans un monde qui dispose déjà de moyens techniques pour contourner les dépendances excessives. Si cette reconfiguration se poursuit, ses implications pourraient aller au-delà de l'économie. La capacité de financement de l'État américain, soutenue par l'émission continue de titres libellés en dollars, tend à fonctionner dans des conditions moins favorables. Si la demande de dollars diminue, même progressivement, concrètement, cela peut augmenter les coûts d'émission et déplacer les flux de capitaux qui recherchaient auparavant des actifs à risque, tels que les actions et l'immobilier, vers des instruments considérés comme moins exposés aux instabilités politiques. L'idée que le gouvernement est prêt à agir directement dans des pays stratégiques pour protéger des intérêts liés aux flux monétaires n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a désormais un impact opérationnel plus important lorsqu'elle devient une variable permanente de calcul pour les investisseurs. Le système est encore en phase de réponse. L'absence de position définitive de la Cour suprême sur les limites des pouvoirs d'urgence, l'avancement des projets de loi au Congrès visant à rééquilibrer les prérogatives et la réorganisation continue des réserves de change dans plusieurs pays indiquent un scénario en transition, mais sans orientation claire et consolidée. Des interprétations concurrentes coexistent avec des pratiques qui sont déjà en train d'être transformées, et la trajectoire future dépendra autant de décisions juridiques que de réponses diplomatiques, fiscales et monétaires qui restent à concrétiser. Pour ceux qui suivent les processus à long terme, il est devenu essentiel de comprendre cet ensemble de mouvements, souvent invisibles dans le débat public immédiat. Dans ce contexte, l'intérêt de l'analyse contextuelle ne réside pas dans l'annonce de résultats définitifs, mais dans le suivi rigoureux de la chaîne de décision, de réaction et d'ajustement qui façonne l'espace où les choix réels seront faits et où la perte de prévisibilité devient la variable dominante.